Donc, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, on va faire le cours sur l'endocardite infectieuse. Donc, l'endocardite infectieuse, c'est une maladie infectieuse de l'endocarde. Donc, comme pour les autres pathologies, il y a des recommandations. La dernière recommandation, je me suis basé sur la dernière recommandation de la Société européenne de cardiologie. Cette recommandation date de 2015. Elle est toujours d'actualité, c'est les recommandations de 2015. Donc, on va commencer par des généralités et une définition. Donc, si on veut définir l'endocardite, c'est quoi une endocardite? Donc, l'endocardite, c'est l'infection de l'endocarde par un micro-organisme, le plus souvent bactérien. Donc, l'endocarde est infecté par un micro-organisme. Ce micro-organisme, le plus souvent, c'est une bactérie. Ensuite, cet endocarde va être le point de départ d'une septicémie. Ça veut dire que lui-même, il va disséminer le germe par voie sanguine à tous les organes. Donc, la meilleure définition d'endocardite, c'est quoi? C'est une septicémie à point de départ endocardique, secondaire à l'infection de cet endocarde par un micro-organisme, le plus souvent une bactérie. C'est ça la définition de l'endocardite infectieuse. Il faut savoir que c'est une maladie qui n'est pas très fréquente. Elle n'est pas très fréquente. La prévalence ou l'incidence, elle est de 30 cas par million d'habitants. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de fréquent. Environ, à peu près en France, il y a environ 2000 nouveaux cas. Donc, en Algérie, si on se base sur les chiffres, on aurait entre 1000 et 1500 nouveaux cas chaque année. Donc, ce n'est pas une maladie qui est fréquente. Mais c'est une maladie qui est très grave, où la mortalité hospitalière elle est de l'ordre de 15 à 20%. Donc, c'est une maladie qui est très grave. La mortalité est très élevée, 15 à 20%, c'est quand même un taux de mortalité qui est très élevé. Par exemple, pour l'infarctus du myocarde, la mortalité hospitalière elle est inférieure à 10%. Et là, c'est une mortalité qui est de l'ordre de 15 à 20%. Donc, cette mortalité est due à des complications. Il y a plusieurs complications qu'on va détailler dans le cours, l'insuffisance cardiaque, les complications infectieuses, le choc septique, les abcès et les embolies. Donc, qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Donc, ces dernières années, pour avoir donc les nouveautés sur l'endocardite, on a donc assisté à une modification de l'épidémiologie de l'endocardite. Ça veut dire que avant, le tableau d'endocardite, c'est quoi? C'est un malade, il a une valvulopathie, l'insuffisance aortique ou l'insuffisance mitrale. Il fait par exemple des soins dentaires, il va faire une extraction ou un détartrage. Ensuite, quelques semaines après, il va faire la forme subaiguë, ce qu'on appelle la maladie d'Osler, et le germe, c'est le streptocoque. C'est le streptocoque oral qui se trouve au niveau de la cavité buccale. Ça, c'est la forme ancienne. Actuellement, il y a une modification de l'épidémiologie avec le staphylocoque, qui est le premier germe, et ce n'est plus les valvulopathies qui sont les responsables en premier de l'endocardite, mais c'est beaucoup plus les matériels ou bien les matériaux intracardiaques, les prothèses valvulaires et les sondes de pacemaker et les sondes de défibrillateur. Donc, on voit de plus en plus d'endocardite sur matériel intracardiaque, les prothèses, les sondes de pacemaker et de défibrillateur, et on voit de plus en plus d'endocardite sur staph, l'endocardite à staph, et une diminution des endocardites à streptocoque. Il y a également une nouveauté, toujours dans les recommandations, c'est que ce n'est plus l'échographie seule, l'échocardio, qui est la seule technique pour voir les dégâts au niveau du cœur. On a de nouvelles techniques d'imagerie pour voir les dégâts au niveau cardiaque. On a le scanner cardiaque. On a le PET scan, technique nouvelle, on va parler de l'intérêt du PET scan, et la scintigraphie. Donc on a 3 nouvelles techniques dans les recommandations. Et donc, on a le staph comme étant un premier germe devant le streptocoque. Il y a également une nouveauté dans les recommandations, c'est qu'il insiste sur le fait que la prise en charge est une prise en charge multidisciplinaire. Vous savez que l'endocardite, c'est une maladie qui est lourde. La prise en charge est hospitalière. Elle nécessite plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, cardiologues, chirurgiens cardiaques, infectiologues, réanimateurs, neurologues, radiologues. Donc, il y a plusieurs spécialistes pour la prise en charge. Et donc, cette prise en charge multidisciplinaire au sein d'une équipe, la team endocardite. Alors, quelles sont les cardiopathies à risque?
Quelles sont les cardiopathies à risque d'endocardite? Donc, on a deux groupes. On a le groupe A, à risque élevé, et le groupe B, à risque moins élevé. Donc, on commence par le groupe à risque élevé. Premièrement, toute prothèse valvulaire. Chaque fois qu'un patient il a un matériel intracardiaque, que ce soit une prothèse mécanique, ou la biologique, ou là une greffe, là c'est un patient à haut risque. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'une prothèse à l'intérieur du cœur, prothèse mécanique ou la prothèse biologique. Là, la deuxième catégorie, c'est les patients qui ont des cardiopathies congénitales, mais cyanogènes. Cyanogène, ça veut dire que ça engendre de la cyanose. La cyanose, elle vient des cardiopathies congénitales avec un shunt droit-gauche. Les cardiopathies congénitales qui sont responsables de cyanose. Pour qu'il y ait cyanose, le sang du ventricule gauche, qui est un sang oxygéné, soit en quelque sorte contaminé par le sang du ventricule droit. Donc, les un shunt droit-gauche. Et ça, on appelle ça les cardiopathies congénitales cyanogènes, responsables de cyanose. La plus fréquente, c'est la tétralogie de Fabry. La troisième catégorie, c'est les patients qui ont des antécédents d'endocardite infectieuse. Donc, on a trois catégories des patients à haut risque. 1, prothèse. 2, antécédents d'endocardite. Et 3, cardiopathie congénitale cyanogène. Et on a les autres qui ont des cardiopathies, mais à risque moins élevé, qui met les valvulaires, les valvulopathies. Alors, le classement des valvulopathies à risque, c'est toujours la valve aortique avant la valve mitrale et c'est toujours la fuite avant la sténose. Donc, celle qui comporte le risque le plus élevé, c'est l'insuffisance aortique. Ensuite, l'insuffisance mitrale. Ensuite, le rétrécissement aortique. Le rétrécissement mitral, pratiquement, il n'y a aucun risque. C'est le plus faible, c'est le risque le plus faible. On a le PVM. PVM, c'est quoi? C'est le prolapsus de la valve mitrale. On a vu le prolapsus, l'insuffisance mitrale. Le prolapsus avec insuffisance. Hein. Il a également un risque, mais un risque moins élevé. On a la bicuspidie. Ceux qui naissent avec une valve bicuspide. Normalement, la valve aortique, elle est tricuspide. On a 3 valves. Ceux qui naissent avec 2 valves comportent un risque d'endocardite. Bicuspidie aortique, elle est assez fréquente. Hein. Elle touche jusqu'à 1 à 2% de la population générale. Les cardiopathies congénitales, mais non cyanogènes. Toutes les autres cardiopathies congénitales, non cyanogènes. Alors, les cyanogènes sont à risque élevé, les non cyanogènes sont à risque moins élevé. Et enfin, on a les différentes hypertrophies, la cardiomyopathie hypertrophique. Donc, on retient qu'il y a deux groupes. A, retenez surtout le groupe A, prothèse, antécédent d'endocardite et cardiopathie congénitale cyanogène. Le reste, c'est des cardiopathies à risque moins élevé. Il faut savoir d'emblée que dans le cas de la prévention, vous avez par exemple un malade qui va avoir des soins dentaires. Dans le cas de la prévention, pour les soins dentaires, il va faire une extraction dentaire ou un détartrage. S'il s'agit d'une cardiopathie à haut risque, la prévention ou la prophylaxie, elle est obligatoire, c'est-à-dire avant de faire l'extraction ou là avant de faire le détartrage, 1 heure avant, il prend 2 grammes d'amoxicilline. 2 grammes avant tout geste dentaire, notamment l'extraction dentaire ou là le détartrage. Alors que pour le groupe B, ce n'est plus l'indication. Donc théoriquement, dans la théorie, selon les recommandations, si vous avez un patient valvulaire, une insuffisance aortique ou l'insuffisance mitrale par exemple, un patient qui va chez le dentiste pour une extraction ou un détartrage, normalement, ce n'est pas recommandé de lui donner de la prévention. 1 heure avant, il va prendre les antibiotiques. Nous, sur le plan pratique, on continue avec la prévention pour toutes ces cardiopathies. Dans la théorie, c'est uniquement le groupe A et c'est uniquement pour les gestes dentaires. Dans la pratique, à chaque geste, sur les gestes dentaires, et pour toutes ces cardiopathies, la prévention, elle est indiquée parce qu'on ne sait pas le risque vraiment infectieux chez nous. Donc, ce plan pratique, là, on continue à suivre les toutes anciennes recommandations, à savoir de donner de la prophylaxie, même pour les cardiopathies à risque moins élevé. Alors, on va rentrer dans un chapitre un peu, on va dire, où on va parler de la bactériologie de la porte d'entrée. Donc, vous savez que l'endocardite, qu'il y a des endocardites à hémoculture positive, où on va trouver le germe, et on a des endocardites à hémoculture négative, où le germe, on ne le trouve pas.
Donc, on commence par les endocardites à hémoculture positive. Le premier germe, ça je vous l'ai dit, donc le premier germe actuellement, c'est le staph. Le staphylocoque est responsable de 35% de l'ensemble des endocardites. Ce n'est plus le streptocoque, mais c'est le staphylocoque. Alors le staph, on a deux germes, Staphylococcus aureus, le staph doré, et vous avez le staph blanc, Staphylococcus epidermidis. Les deux germes, staph doré et staph blanc, les deux, c'est 35%. Donc ça, c'est des germes qui se trouvent généralement au niveau de la peau. Généralement au niveau de la peau. C'est pour ça que la porte d'entrée est généralement cutanée. Toxicomanie IV, les gens qui se droguent par voie intraveineuse, les portes d'entrée cutanées, toutes les plaies, les brûlures, le mal perforant plantaire, c'est-à-dire le pied diabétique, etc. On a une deuxième porte également très fréquente actuellement, c'est toutes les portes d'entrée iatrogènes. Ça veut dire qu'on va introduire quelque chose comme les cathéters. Lorsqu'un patient il a une voie centrale, il a une voie au niveau de la veine jugulaire, les patients hospitalisés par exemple en réanimation ou là en chirurgie, on met une voie centrale au niveau de la veine jugulaire. Ça, c'est un cathé central. Les gens qui vont faire de la dialyse, le cathé de dialyse, ou bien les sondes de pacemaker, un pacemaker ou défibrillateur, sonde de défibrillateur. Donc, on a deux principales portes d'entrée, cutanée et iatrogène. Le staph est responsable de la forme aiguë. Le staph est généralement responsable de la forme aiguë grave, avec des perforations, des déchirures et des ruptures. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir pour le staph. On a le deuxième germe, c'est le streptocoque oral. Donc toujours, on est dans les coccigrammes positifs. Streptocoque oral, c'est 20% des endocardites infectieuses. C'est surtout le streptocoque oral au niveau de la plaque dentaire, Streptococcus viridans, sanguis, smithis. Ça, c'est des germes qui se trouvent à l'état normal dans la cavité buccale. Habituellement, le streptocoque est un germe peu virulent. Par rapport au staph, il est peu virulent. Il est responsable de la forme subaiguë, c'est-à-dire la forme lente, appelée la maladie d'Osler. Alors que le staph, c'est la forme aiguë. La porte d'entrée essentielle, c'est ORL et bucco-dentaire. Donc, bucco-dentaire, les extractions, les soins dentaires, etc. Et la porte d'entrée ORL, notamment les sinusites. Un cas particulier pour le streptocoque, c'est le streptocoque pneumoniae, le pneumocoque. Là, c'est un germe très virulent et qui est responsable de méningite, mais il est exceptionnel. Le pneumocoque, c'est vraiment exceptionnel de voir une endocardite à pneumocoque. Donc, on a les deux principaux germes qu'il ne faut jamais oublier pour l'endocardite. Le staph et le streptocoque. Staphylocoque, on a deux, staph doré, staph blanc. Porte d'entrée, soit cutanée ou iatrogène, généralement, soit iatrogène ou cutanée. Et c'est la forme aiguë grave. Le streptocoque oral, c'est la porte d'entrée essentiellement buccale ou bien ORL. C'est une forme qui est subaiguë, donc généralement moins grave que par rapport au staph. Et puis on a les autres germes moins fréquents. On a le streptocoque D et l'entérocoque. Les deux, streptocoque D et l'entérocoque, c'est des germes également qui se trouvent à l'état normal au niveau de la cavité, au niveau du tube digestif. C'est pour ça que l'origine digestive est assez fréquente, le streptocoque D et l'entérocoque. C'est-à-dire, par exemple, les angiocolies, les infections, les sigmoïdites, les cancers au niveau du côlon, cancer colique. Tout ça, c'est des portes d'entrée pour le streptocoque D et pour l'entérocoque. L'entérocoque a une deuxième porte d'entrée, c'est la porte d'entrée urinaire. Donc le streptocoque D et l'entérocoque. La particularité à les deux, la culture elle est très difficile. Donc on peut attendre jusqu'à plusieurs semaines pour la culture du streptocoque et de l'entérocoque. Donc les coccigrammes positifs. Streptocoque, staphylocoque, entérocoque et streptocoque du groupe D. On arrive aux bacilles. Donc, c'est des bacilles grammes négatifs. Le groupe A sec, bactéries du groupe A sec, c'est des bacilles grammes négatifs. Donc, il y a les cocci arrondis. Et il y a les bacilles. Là, c'est des bacilles en forme de bâtonnet et qui prennent la coloration de grammes donc, et qui ne prennent pas dans la coloration de grammes. Donc, c'est des bacilles grammes négatifs. C'est des BGN. L'abréviation de BGN. Donc, le groupe A sec, avec l'hémophilus, le plus fréquent, c'est l'hémophilus. On a Actinobacillus, Kengela, Ekenela, etc. Donc, c'est le groupe A sec.
c'est uniquement 3% des endocardites. La porte d'entrée Tao, elle est bucco-dentaire. Là aussi, la culture est longue. Là, c'est des bacilles gram négatifs. On a les autres bacilles gram négatifs, non à sec. Là, ils sont très virulents, notamment le Pseudomonas aeruginosa ou la Klebsiella pneumoniae. Donc, ça, c'est des bacilles gram négatifs non à sec. Et là, généralement, c'est presque toujours iatrogène. C'est presque toujours les patients hospitalisés en réanimation ou là en chirurgie. C'est presque toujours à l'hôpital, iatrogène. Et enfin, on a les endocardites à champignons fongiques. Candida, donc Candida albicans, c'est le champignon le plus fréquent, ou adna l'aspergillose. Il faut savoir que les champignons hadou, ils vivent à l'état normal, ça profite au niveau du tube digestif. Donc, quand est-ce qu'il devient virulent? C'est à l'occasion généralement d'une immunodépression. C'est quand il y a une diminution de l'immunité, notamment par exemple dans le VIH, ou là chez les toxicomanes, ou là les patients qui sont hospitalisés en réanimation avec des cathéters centraux, dialyse, etc. Ça, c'est des patients qui sont fragiles. C'est des patients dont l'immunité est faible. C'est à l'occasion de la diminution de l'immunité qu'on aura des candidoses ou là une aspergillose. Donc, pour résumer, la bactérie ou la bactériologie de l'endocardite, on a deux principaux germes, les autres sont plus rares. On a le staph, le premier, le plus fréquent, porte d'entrée cutanée ou iatrogène, responsable surtout de la forme aiguë. On a le streptocoque oral, porte d'entrée buccale ou ORL, c'est une forme qui est subaiguë, moins virulent par rapport au staph. On a le streptocoque D et l'entérocoque digestif ou urinaire, la culture tahom difficile. On a les bacilles gram négatifs, groupe A sec et non A sec. C'est des BGM, les deux sont des BGM. Le groupe A sec, c'est toujours origine bucco-dentaire. Le non A sec, l'origine tahom, elle est iatrogène. Et enfin, on a les champignons. Les champignons, c'est presque toujours à l'occasion d'une diminution de l'immunité, donc d'une immunodépression avec les candidoses et l'aspergillose. Donc ça, c'est pour la bactériologie. On a les endocardites à hémoculture négative. Donc des fois, on déroule les hémocultures, on va chercher le germe et on ne trouve pas le germe dans le sang. C'est environ 10% des endocardites. Mais quelles sont les hypothèses? On a des hypothèses à évoquer pour les hémocultures négatives. La première hypothèse, et c'est d'ailleurs la plus fréquente, la circonstance la plus fréquente, c'est une infection décapitée par un traitement antibiotique. Ça veut dire que le patient, il vient, il a une suspicion d'endocardite, mais comme il avait de la fièvre, donc un médecin lui a prescrit un traitement antibiotique. Et comme il a pris un antibiotique, ceci va décapiter l'infection. Il n'est pas guéri. Alors, quand l'infection est décapitée par un traitement antibiotique, c'est un facteur pour le retard diagnostic et pour un pronostic plus réservé, plus grave. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner comme ça des antibiotiques à tort et à travers. Si on est sûr que s'il y a une telle ou telle infection, oui. Mais sinon, il ne faut pas prescrire comme ça à tort et à travers des antibiotiques. Donc, première question à poser, il faut donc chercher est-ce que le patient n'a pas pris déjà des antibiotiques avant. Et on a les autres. On a les germes à culture difficile. 2 et 3, c'est des germes à culture difficile. La culture est longue. Les streptocoques, les streptocoques D et l'entérocoque et le groupe A sec sont des germes à culture très difficile. Il arrive parfois d'attendre 28 jours, 4 semaines pour trouver le germe, pour avoir une culture du germe. Donc, c'est des germes qui poussent de façon très lente les milieux de culture. Donc, c'est des germes à culture difficile. On a les germes à culture impossible, les milieux habituels. C'est les germes intracellulaires, les germes qui se trouvent en intracellulaire, Chimacoxiella burnetii. Par exemple, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, Brucella, Legionella, tout ça, c'est des germes intracellulaires. Et dans ce cas-là, c'est les sérologies. Le diagnostic généralement est fait par les sérologies. Donc là, la culture est impossible parce que c'est un germe qui est intracellulaire. Et enfin, on a l'endocardite fongique, donc un champignon, parce qu'il faut un milieu de culture spécial où là, on recherche l'antigène. Donc c'est ça les hypothèses qu'il faut chercher. La première, on élimine est-ce que le malade a pris ou là, n'a pas pris d'antibiotiques. S'il a pris d'antibiotiques, ça veut dire que probablement c'est la cause pour laquelle l'hémoculture a été négative. Donc c'est une infection décapitée par un traitement antibiotique. Sinon, on cherche les germes
à culture difficile, streptocoque D, entérocoque, groupe A7, ou les germes à culture impossible, comme les germes intracellulaires, ou là un milieu de culture spécial, comme pour les champignons. La physiopathie de l'endocardite infectieuse, donc il y a deux éléments importants dans la physiopathologie de l'endocardite infectieuse. Il y a la bactériémie et il y a le défaut valvulaire. Ça veut dire que tout commence par un passage de la bactérie dans le sang, parce que l'endocarde, il est infecté par voie sanguine, mais par contiguïté. La bactérie ou le champignon arrive au niveau de l'endocarde par voie sanguine. Donc il faut qu'il y ait un passage déjà avant de la bactérie par voie sanguine à partir d'une porte d'entrée. Par exemple, il a un abcès dentaire, il a une infection urinaire, il a une infection digestive. Celle-ci va entraîner une bactériémie, donc un passage de bactéries dans le sang. Cette bactériémie, bien sûr, arrive au niveau des cavités cardiaques. Elle va trouver quoi? Dans certains cas, elle va trouver un défaut valvulaire. Ce défaut valvulaire, par exemple, les valvulopathies, l'insuffisance aortique, l'insuffisance mitrale, les prothèses, les sondes. Quand il y a un défaut, le sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner, c'est des turbulences. Ça veut dire que le sang ne circule pas bien quand il y a une anomalie quelque part. Ce n'est pas comme à l'intérieur d'une cavité. À l'intérieur d'une cavité bien déterminée, le sang circule bien. Mais quand il trouve des difficultés à circuler, parce qu'il y a une valvulopathie, ou qu'il y a une prothèse, ou qu'il y a une sonde, etc., il va y avoir des turbulences. Ces turbulences vont créer un caillot. Le sang, il va se coaguler. Comment ça se coaguler? Il va y avoir une formation d'un caillot fibrino-plaquettaire. Fibrine et des plaquettes. Ce caillot, s'il trouve des bactéries en quantité importante, cette bactérie va se fixer sur le caillot. On aura un caillot qui est colonisé par les bactéries et ça se transforme en un thrombus, un microthrombus. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est un microthrombus septique. Donc ce thrombus septique est fait de quoi? Il est fait de fibrine, de plaquettes et de bactéries. Parce qu'il y a une bactériémie et parce qu'il y a un défaut valvulaire. Ensuite, en fonction de la quantité de bactéries, si la septicémie est importante, on aura une évolution. Donc on aura deux types de lésions. L'endocardite qui a deux types. Soit ce thrombus, il va augmenter de taille. Il va former ce qu'on appelle des lésions de construction, des végétations, c'est-à-dire qu'il va former un tissu. Ce thrombus va s'agrandir, il y a beaucoup de fibrines, beaucoup de plaquettes et beaucoup de bactéries. On aura des végétations, c'est une masse. C'est une masse qui est collée aux valves ou là à la prothèse. Donc c'est la végétation. Soit au contraire, ce thrombus, il va perforer la valve. Il va entraîner des perforations et des mutilations. Donc on a deux types de lésions. Soit des lésions de destruction, soit des lésions de construction. On construit un tissu où là on va détruire un tissu déjà existant. La destruction des tissus est responsable des fuites et de l'insuffisance cardiaque. C'est la base, c'est la physiopathologie principale de l'insuffisance cardiaque. Pourquoi il y a une insuffisance cardiaque l'endocardite? Parce qu'il y a des fuites. Pourquoi il y a des fuites? Parce qu'il y a une perforation des valves par ce thrombus-là. Dans l'autre cas, la végétation, quand il y a une végétation importante, des fois, comme la végétation, elle peut atteindre 2 ou 3 cm de taille. Hein. Donc cette végétation qui est remplie de fibrines, de plaquettes et de bactéries est responsable de la réaction inflammatoire et immunitaire, responsable de l'inflammation, CRP élevé, VS accéléré, de la fièvre, etc. Et c'est elle qui est responsable des obstructions et surtout des embolies septiques. Ça veut dire que cette végétation, quand un petit fragment se détache, il va passer de la valve mitrale ou de la valve aortique vers l'aorte, il va emboliser partout. Il peut passer au niveau du cerveau, il peut passer au niveau du rein, il peut passer au niveau de la rate, il peut passer au niveau des poumons, il peut passer partout. C'est pour cela que l'endocardite est une maladie multisystémique. Donc pratiquement toutes les manifestations extracardiaques sont secondaires à la végétation par embolie. Et les manifestations cardiaques sont principalement dues aux fuites et c'est les perforations. Donc c'est ça la physiopathologie de l'endocardite infectieuse. Voilà l'exemple d'une endocardite. Comme la destruction, vous avez la perte de substance, de perforation, et vous avez la construction. Je vous le tissu en excès. Ça, c'est la construction.
Donc, ça peut construire un tissu, c'est les végétations, comme ça peut détruire, ça peut donc perforer la valve. Donc, des lésions de destruction et des lésions de construction. Donc, quelles sont les manifestations cliniques d'endocardite? Classiquement, on a deux formes. On a la forme subaiguë, donc la forme lente, appelée la maladie d'Osler. Comme je vous ai déjà dit, habituellement, c'est un streptocoque, habituellement, la porte d'entrée dentaire, l'installation progressive, quelques semaines, voire même quelques mois. Le malade, il va vous signaler depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, par exemple, une asthénie, une altération de l'état général, une perte de poids, une fièvre au long cours, etc. Généralement, il y a une cardiopathie sous-jacente et généralement, c'est un germe peu virulent, notamment le staph. Et on a la forme aiguë sur quelques jours. Là, c'est un tableau qui est très grave. Habituellement, le staph, germe virulent, le staph, ou les autres, les bacilles gram négatifs. Ça peut survenir sur cœur sain. Si le germe est virulent, il n'a pas besoin du thrombus septique pour se fixer. Des fois, si le germe est très virulent, il peut même se fixer sur un cœur sain, sans aucune pathologie. Donc, on a deux formes, forme aiguë et forme subaiguë. D'emblée, quelle est la clinique caractéristique de l'endocardite? Il y a un dogme qu'il faut retenir. Toute fièvre associée à un souffle, ou le tout souffle fébrile, est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Donc, si une maladie vient, il a une fièvre et vous auscultez un souffle, il ne faut jamais oublier l'endocardite. Toute fièvre associée à un souffle cardiaque est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Donc, les signes cliniques, donc on va commencer par les signes généraux, syndrome infectieux. La fièvre, c'est l'élément le plus constant. Généralement, c'est une petite fièvre, hein, ce n'est pas une fièvre très élevée, 38, 38,5, c'est une fièvre qui est prolongée et qui répond très mal aux antalgiques et aux antipyrétiques. Parfois, c'est une fièvre très élevée, hein, dans certains cas, ça peut arriver à 39 ou à 40 degrés, surtout la forme aiguë. Cette fièvre est associée à une altération d'état général, l'asthénie, des frissons, perte de poids, les arthralgies, etc. Donc ça, c'est le tableau d'altération d'état général. Le malade ne va pas bien, tout simplement, une perte de poids, perte d'appétit, il est fatigué, il est asthénique, il fait des frissons, de la fièvre, etc. Et on a la splénomégalie, élément très évocateur d'endocardite sur le contexte radar, mais seulement dans 20 à 40%, on peut palper la rate, donc une splénomégalie. On a des signes cardiaques et des signes extracardiaques. Premièrement, le souffle. Le souffle est un élément très évocateur d'endocardite infectieuse, surtout s'il est associé à la fièvre. Donc, surtout, la plus grande valeur, c'est l'apparition d'un nouveau souffle. Un nouveau souffle de régurgitation, c'est-à-dire un nouveau souffle d'insuffisance mitrale ou d'insuffisance aortique est très évocateur. Alors que si le malade a déjà un souffle avant, généralement c'est difficile. Mais s'il n'a pas de souffle avant et qu'on va constater l'apparition d'un nouveau souffle, c'est très évocateur. Donc on a le souffle cardiaque, il faut ausculter les 4 foyers à la recherche d'un souffle. Et on cherche une insuffisance cardiaque. Donc comment on va chercher l'insuffisance cardiaque? On va voir le cours par la suite de l'insuffisance cardiaque. C'est un malade dyspnéique, l'orthopnée. On cherche les bruits de galop, les râles crépitants, etc. Il y a également un deuxième dogme. Toute insuffisance cardiaque fébrile est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Donc, il y a deux règles générales. Tout souffle fébrile est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Toute insuffisance cardiaque fébrile est une endocardite jusqu'à preuve du contraire. Donc, on a les signes cardiaques, surtout le souffle et l'insuffisance cardiaque. On a les signes extracardiaques, également très évocateurs. On a les signes cutanés. Les signes cutanés, ils sont très évocateurs, mais malheureusement, ils n'existent que dans 5 à 15% des cas. On a 3 signes à chercher. Nodule d'Osler, ce qu'on appelle le faux panari d'Osler, le purpura pétéchial et la lésion de Janeway, le placard ou les placards érythémateux palmoplantaires de Janeway. On va voir les signes. C'est quoi? Donc là, on voit le nodule d'Osler. Donc les nodules d'Osler, c'est des petits nodules, surtout au niveau de la coupe des doigts et des orteils. C'est des tout petits nodules très inflammatoires, très douloureux. Donc ils sont très douloureux, ils sont très inflammatoires, avec une rougeur, avec une chaleur. Et ça, c'est des nodules inflammatoires qu'on appelle les nodules d'Osler. Ils sont très évocateurs du diagnostic. Malheureusement, ils sont très fugaces. Ça veut dire que ça disparaît rapidement. Alors si on trouve ça,
Vraiment, c'est un élément d'orientation important vers le diagnostic d'endocardite infectieuse. Ça, c'est les nodules d'Osler, nodules inflammatoires au niveau de la pulpe des doigts et des orteils. Le deuxième type, c'est le purpura pétéchial. Alors, purpura, c'est qu'il y a une purpura et on a pétéchial. Le purpura, c'est quoi? C'est l'extravasation du sang en dehors des capillaires, en dehors des vaisseaux. Ça veut dire que le sang, il va sortir en dehors du vaisseau, il va entraîner cette coloration rouge. Alors, le purpura, contrairement à l'érythème, qui est l'érythème ou qui est le purpura, le purpura ne s'efface pas à la vitropression. Quand on appuie, il ne s'efface pas, parce que le sang, il est en dehors des vaisseaux. Alors que l'érythème, c'est une dilatation du vaisseau. L'érythème disparaît avec la vitropression. Quand on appuie, ça disparaît. Si ça ne disparaît pas, on évoque le purpura. Pétéchial, parce que c'est sous forme de points. Il est très évocateur également. D'ailleurs, il fait partie des critères diagnostiques de l'endocardite. Les deux font partie des critères diagnostiques. La lésion d'Osler, nodule d'Osler, et le purpura pétéchial, surtout au niveau des membres inférieurs. On a l'érythème, c'est une rougeur. L'érythème palmo-plantaire de Janeway, appelé également lésion de Janeway. Donc, c'est un érythème, c'est une rougeur qui va s'effacer à la vitropression. Quand on appuie, elle s'efface. Là, c'est une dilatation des vaisseaux, surtout au niveau palmo-plantaire, la plante de la main et la plante du pied. Donc, on a 3 signes cutanés. On a les nodules d'Osler, on a le purpura pétéchial et on a la lésion de Janeway, c'est les placards érythémateux palmo-plantaires de Janeway. On arrive toujours sur les signes extracardiaques, on a vu les signes cutanés, on va voir les signes respiratoires. Donc le malade, il peut présenter des signes respiratoires qui malade tout la dyspnée. Alors quand le malade, il a une suspicion d'endocardite, il tousse et il est dyspnéique, la première chose qu'il faut évoquer, c'est l'insuffisance cardiaque. Donc, il faut voir à ce que le malade ne fait pas d'insuffisance cardiaque. Comme ça peut témoigner d'emboles au niveau pulmonaire. Quand il y a des emboles qui partent à partir de la valve tricuspide ou de la valve pulmonaire, ils vont emboliser au niveau des poumons. Ça va donner des abcès multiples au niveau des poumons. Ça peut donner de la toux et de la dyspnée. Ça se voit surtout chez les toxicomanes, on voit la forme HUD. C'est l'endocardite du cœur droit qui va donner des emboles septiques. Donc, tout est dyspnée. Soit c'est de l'insuffisance cardiaque gauche, soit c'est des manifestations respiratoires, notamment des emboles septiques pulmonaires. On a les signes ophtalmologiques qui sont également très évocateurs, qui font partie des critères diagnostiques. Le purpura conjonctival, c'est-à-dire c'est une rougeur au niveau de la conjonctive. Et on a les taches de rot. Taches de rot, c'est les taches rouges. Le fond d'œil, ça c'est un fond d'œil. Et quand on trouve cette tache rouge, donc la rougeur partout, la peau, les poumons, au niveau de l'œil. Et quand il y a de la rougeur au niveau du fond d'œil, les taches rouges, c'est ce qu'on appelle les taches de rot, décrites par première fois par rot. Et c'est très évocateur du diagnostic et font partie également des critères diagnostiques d'endocardite infectieuse. C'est pour ça qu'il faut faire un fond d'œil, endocardite infectieuse, à la recherche des taches de rot. Toujours dans les manifestations extracardiaques, vous savez que la végétation, les manifestations extracardiaques, ça vient de la végétation. Le problème principal extracardiaque, ça vient de la végétation. C'est la végétation qui va emboliser, elle va disséminer le germe arrive soit au niveau des poumons, au niveau du cerveau, au niveau du rein, au niveau de la rate, au niveau de l'œil, il va arriver partout, il va donner ces différents signes. Alors que la perforation et la mutilation est à la base de l'insuffisance cardiaque. On a les signes rhumatologiques, donc articulaires, ils sont très fréquents également, les myalgies, l'arthralgie, les lombalgies, etc. Il faut chercher une infection du disque. La spondylodicite, c'est une infection du disque intervertébral, voire même une arthrite. Une arthrite, c'est une infection au niveau de l'articulation. La spondylodicite, c'est assez fréquent quand même comme complication. C'est un malade lié à une endocardite et il va avoir des douleurs lombaires ou la lombosacrée. Quand on fait un scanner ou l'IRM, on tombe sur une infection du disque intervertébral qu'on appelle la spondylodicite. Donc c'est une infection rhumatique. Parfois, ce n'est pas une infection, c'est des simples douleurs
arthralgie, lombalgie ou des myalgies. On a les manifestations neurologiques, c'est les plus fréquentes. Alors, les emboles, le territoire de prédilection pour les emboles, c'est le cerveau. Quand un embole part de la valve mitrale ou de la valve aortique, le premier territoire généralement touché, c'est le territoire neurologique. Ça va donner des AVC, des hémorragies, des abcès, etc. Donc, ça peut obstruer les artères, ça donne des infarctus, ça peut se transformer en hémorragie, les hémorragies cérébrales, comme ça peut également entraîner des infections, des abcès, parce que la végétation, elle est remplie de bactéries. Quand elle va emboliser, ça va entraîner des infections. À ce niveau-là, ça va entraîner un abcès cérébral. On a les manifestations rénales également très fréquentes, toujours par embolie. Le rein, quand il est touché, c'est le tableau typique, insuffisance rénale, perte de protéines, protéinurie, hématurie, perte également de sang, hématurie. Ce qui explique que fréquemment, chez le patient qui a une endocardite, on demande régulièrement un bilan rénal. Créate, urée, calcul de la clearance, et on fait la bandelette urinaire à la recherche de la protéinurie et de l'hématurie. Enfin, il ne faut pas oublier de rechercher la porte d'entrée. C'est très important. Donc, parce qu'il faut traiter la porte d'entrée. Si on ne traite pas la porte d'entrée, c'est comme si on n'a rien fait. Il faut toujours traiter la porte d'entrée en traitant une endocardite. Donc, il faut chercher les portes d'entrée essentielles. Une infection urinaire, par exemple, une déroule CBU. On va chercher une infection au niveau buccal, donc un examen stomatologique, un abcès, etc. On va chercher par l'inspection des lésions cutanées, les infections, etc. Et les cathéters, ils sont très visibles. Hein. La notion d'exploration invasive, ça destine le malade à un cathéter, une voie centrale, où là, il a une sonde à l'intérieur des cavités cardiaques. Donc, il faut toujours rechercher et traiter la porte d'entrée. Le diagnostic d'endocardite infectieuse est basé sur deux piliers, qui sont deux piliers essentiels du diagnostic. Il faut chercher le germe, parce qu'on a la bactérie, toujours on revient à la physiopathie. Quel est le germe, la bactérie, qui va entraîner des dégâts. Donc, il faut chercher le germe par hémoculture. L'hémoculture, c'est ça, on va prélever le sang, on le met dans un lieu, donc dans un flacon, et on va essayer de faire la culture à ce niveau-là. Donc, on va essayer d'isoler le germe par culture. Hémoculture, dans le sang. Et on essaie de voir les lésions au niveau cardiaque par l'échocardiographie. Donc, c'est les deux piliers, les deux examens essentiels pour le diagnostic, avec l'hémoculture et l'échocardiographie. Et puis, il y a une des nouveautés dans les dernières recommandations, qui est une de nouvelles techniques, mais le scanner cardiaque, le PET scan. Donc, une détaillons, c'est quoi le PET scan, le scanner cardiaque. Et on a la scintigraphie au leucocyte marqué. Ça, c'est des nouvelles techniques, mais la base, c'est l'hémoculture et l'échocardiographie. On commence par l'hémoculture. Donc, l'hémoculture, c'est le premier examen généralement à demander. Il est très important parce qu'il faut chercher le germe. Il faut identifier le germe parce que le traitement va dépendre, le protocole va dépendre du germe. Chaque germe a le protocole thérapeutique terrain. Comment on va faire les hémocultures? Il faut au moins 3 hémocultures, 3 séries, pratiquées à 30 minutes d'intervalle. Ça veut dire qu'une hémoculture, 3 séries, chaque série fait 2 flacons. Un flacon pour les germes aérobies et un autre flacon pour les germes anaérobies. Donc, les 3 hémocultures doivent être espacées minimum de 30 minutes et on va renouveler les hémocultures 24 heures après en cas de besoin. Le lendemain, si c'est possible. Si les hémocultures sont négatives, toujours on va répéter les hémocultures. Alors, les bases donc, de l'hémoculture, d'abord, les hémocultures doivent être pratiquées de préférence au moment des frissons et des pics. Le mieux, quand le malade il a des frissons, la fièvre, il a des frissons, c'est là où il vaut mieux faire des hémocultures. Jamais faire de l'hémoculture sur une voie veineuse périphérique. Ça veut dire que jamais tu le malade et tu vas prélever le sang sur une voie qui existe déjà. Sur une voie qui existe. Il faut prélever dans un autre endroit pour faire les hémocultures. Parce que s'il a une voie, il a de fortes chances que cette voie soit infectée. Donc si tu vas prélever, tu tombes dans les faux positifs. Donc toujours sur une autre voie, jamais sur une voie préexistante. Également, il est important de faire les hémocultures avant tout antibiotique. Si le malade vient
il a déjà pris un antibiotique, il faut faire une fenêtre thérapeutique de quelques jours. 24-48 heures généralement est suffisant. Ça veut dire que si le malade a déjà pris des antibiotiques, on ne va pas faire d'emblée des hémocultures, on arrête l'antibiotique qui a été pris, on attend au moins 24-48 heures et on va faire les hémocultures pour ne pas qu'elles soient faussement négatives par l'antibiotique qui est déjà pris. Voilà les bases de l'hémoculture. Bien sûr, si la présomption est forte, il y a une forte suspicion avec l'hémoculture négative, il faut toujours répéter les hémocultures et demander autre chose. Recherche de génome, par exemple, les sérologies, la PCR. La PCR, c'est l'amplification génique. Ça, c'est en cas où l'hémoculture demandée est négative. Donc, un, il faut isoler le germe, on cherche à isoler le germe. Et deux, on cherche à voir les lésions. Les lésions, on les voit surtout, cardiaques, on les voit par l'échocardiographie, qui est l'examen capital. Alors, on a l'écho transthoracique, la sonde est sur le thorax, et on a l'écho transœsophagienne. Transœsophagienne, c'est comme une fibroscopie où la sonde est introduite qui met la fibroscopie digestive jusqu'au niveau de l'œsophage. Et avec l'échographie transœsophagienne, on aura de meilleures images. Ça veut dire que le TO apporte une meilleure imagerie pour l'écho par rapport à l'écho transthoracique. On va toujours mieux en écho transœsophagienne par rapport à l'écho transthoracique. Mais l'inconvénient de l'ETO, c'est que c'est un examen un peu plus invasif. C'est un peu plus difficile de supporter l'écho transœsophagienne, alors que le TT, c'est un examen qui est complètement non invasif. Donc, il ne comporte aucun risque, aucune contrainte pour le patient. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les différentes lésions qu'on a vues. Soit des lésions de construction, c'est les végétations, les masses. Soit des lésions de destruction, c'est les perforations et les mutilations. On va chercher s'il y a des masses, des végétations, ou est-ce qu'il y a des perforations et des mutilations. À l'écho transthoracique et transœsophagienne. L'écho transœsophagienne, pratiquement chez tous les patients, pratiquement tous les patients qui ont une écho, qui ont une scission d'endocardique, on va demander chez eux une écho transœsophagienne. Voilà. Voilà l'exemple d'une végétation. Ah, il y a une image d'échocardiographie. Voilà le ventricule gauche. C'est l'écho transœsophagienne. Et voilà l'oreillette gauche. Vous voyez donc la valve mitrale. C'est la valve mitrale. Et vous voyez cette masse. Cette masse, c'est une végétation de grande taille. Ça, c'est une végétation qui est collée à la valve mitrale. Ça, c'est l'exemple typique d'une végétation. Là, un autre exemple. L'oreillette gauche. Ça, c'est le ventricule gauche, ça, c'est la valve mitrale. Et voyez cette végétation. Ceci est une végétation qui est collée également à la valve mitrale. On va chercher les végétations et on va chercher les perforations. On va chercher également autre chose. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher ce qu'on appelle les complications locales, qui sont très graves. Vous savez que quand la valve ou la prothèse est infectée, tant que c'est des végétations, des perforations, c'est une infection au niveau de la valve seule. Mais parfois, l'infection va sortir autour de la valve, qu'on appelle les complications périvalvulaires. Ça va former quoi? Des abcès. Un abcès autour de la valve. Un abcès au niveau du septum interventriculaire. Ça peut entraîner des anévrismes ou des foies anévrismes. On va voir c'est quoi un anévrisme ou la foie anévrisme. Ça peut entraîner une fistule. Tout ça, c'est des complications dites périprothétiques ou la périvalvulaire. Ça veut dire que c'est une infection qui va sortir autour de la valve. C'est plus la valve seule qui est infectée, mais là, la valve est infectée et le pourtour de la valve, autour de la valve, a également une infection. Et surtout l'abcès. L'abcès, c'est quelque chose de très grave quand il y a un abcès au niveau de l'anneau ou un abcès au niveau du septum interventriculaire. On va chercher ça également à l'écho transthoracique et à l'écho transœsophagien. Donc, on va chercher les végétations, des lésions de construction. On va chercher les perforations et les mutilations, c'est des lésions de destruction. Et on va chercher les complications périvalvulaires, donc autour de la valve, notamment les abcès, surtout les abcès périvalvulaires. Alors, est-ce qu'on va demander l'écho transthoracique seul ou la transœsophagienne avec l'écho transthoracique? Voilà l'algorithme. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'algorithme? Il faut retenir une chose, c'est que l'écho transœsophagienne est demandé chez presque tous les patients. Tous les patients qui ont une suspicion d'endocardique, pratiquement, on demande l'écho transthoracique
avec l'écho transœsophagien, sauf dans un seul cas. Oui, on a une écho transthoracique négative avec faible suspicion. Quand on a une très très faible suspicion, c'est vraiment une faible, hein, malgré pratiquement une simple fièvre, tu fais une écho et l'écho transthoracique est négatif, là on ne va pas demander l'écho transœsophagien. Dans tous les autres cas, même si elle est positive, de mauvaise qualité, matériel intracardiaque ou forte suspicion, dans tous les autres cas, on va demander l'écho transœsophagien associé à l'écho transthoracique. Et si on fait l'écho transthoracique et transœsophagien et qu'on trouve que l'examen est normal, ou mais la suspicion, il faut refaire l'examen 7 à 10 jours après. Donc je résume, chez tous les patients avec suspicion d'endocardite, on demande l'écho transthoracique transœsophagien, sauf si on a une écho transthoracique négative avec faible suspicion. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche les deux types de lésions. Les lésions de construction, c'est les végétations. Les lésions de destruction, c'est les perforations et les mutilations. Et on cherche également les complications périvalvulaires, notamment les abcès. Voilà l'exemple d'un abcès périvalvulaire. شوفوا la valve est là. La valve elle est là. Voilà les deux cavités. Et voilà cette cavité. Elle est périvalvulaire, mais au niveau de la valve. Elle est autour de la valve. Ça, c'est une cavité. Et ça, c'est un abcès périvalvulaire. C'est vraiment très grave. Le pronostic est très réservé quand on a un abcès périvalvulaire. D'ailleurs, c'est une indication à la chirurgie en urgence, quand on a ce type de complications. Donc, l'abcès périvalvulaire. Donc, on a l'hémoculture et on a l'échocardiographie et puis on a les nouvelles techniques. Le scanner, le PET scan et la scintigraphie au leucocyte marqué. Donc, quelles sont ces techniques-là? Quel est l'intérêt de ces techniques? D'abord, on va donc voir le scanner. Le scanner cardiaque, l'intérêt c'est quoi? C'est pour détecter les lésions périvalvulaires, notamment les abcès. Comme les abcès, il est parfois très difficile de les voir à l'écho. Et quand on a la suspicion, ou dans l'écho, et on n'a rien vu, on peut demander un scanner pour rechercher ces abcès, parce que c'est un critère majeur quand on voit un abcès. Donc, pour détecter les complications périvalvulaires, surtout les patients qui ont une prothèse, on ne voit pas bien l'écho transœsophagien, le scanner cardiaque est supérieur à l'échocardiographie transthoracique et transœsophagien. Et puis, on a des examens d'imagerie nouveaux, le PET scan et la scintigraphie. Donc, le PET scan, je pense que vous avez entendu parler de PET scan. PET scan, c'est une technique nouvelle, hein, surtout utilisée en cancérologie, pour les cancers. Le PET scan, c'est quoi? C'est un scanner biologique. Ça veut dire qu'on va injecter le glucose, le 18F fluorodésoxyglucose. Ça, c'est du glucose. On va l'injecter et on va faire un scan. Donc, le 18FDG radioactif, il va se fixer dans tous les endroits où le métabolisme est accru. Où il y a un métabolisme bizarre, il va se fixer. C'est pour ça qu'on essaie en cancérologie, par exemple, de détecter les localisations des cancers. Parce que les cancers, les tumeurs, il y a donc une multiplication importante des cellules. Donc, il va se fixer. Par exemple, le patient qui a un cancer, on cherche des localisations secondaires des métastases. L'un des meilleurs examens pour chercher ça, c'est le PET scan au 18FDG. Dans l'endocardie, ce 18FDG, le glucose, il va se fixer autour de la prothèse, surtout la prothèse ou le matériel intracardiaque. Quand il y a une endocardie, donc il ne faut pas imaginer que les côtes chauffent très bien, surtout s'il y a une prothèse. Où là, il y a un matériel intracardiaque, parfois la qualité d'imagerie est très mauvaise. On ne voit pas bien les végétations, on ne voit pas bien les complications. Alors, s'il y a une infection de la prothèse, ce 18FDG se fixe autour de la prothèse, nous chauffons une fixation. C'est un signe qu'il y a une infection, parce qu'au cours d'une infection, il y a une inflammation, et l'inflammation va consommer de façon accrue le glucose, et on aura une hyperfixation au niveau de la prothèse. Donc, si on fait le PET scan et on voit une hyperfixation au niveau du cœur, surtout pour la prothèse, où c'est difficile de voir, la prothèse ou là, les sondes de pacemaker, on voit une hyperfixation à ce niveau-là, c'est un critère qui a une endocardite à ce niveau-là. Même principe pour la scintigraphie au leucocyte marqué. Là, il y a ce 18FDG. Là, on va injecter des leucocytes marqués.
des leucocytes qui vont se fixer autour de la prothèse. On voit qu'il y a une hyperfixation autour de la prothèse et on fait une scintigraphie, on voit qu'il y a une hyperfixation. L'indication du PET scan et de la scintigraphie, c'est uniquement les endocardites sur prothèse, ou sur matériel intracardiaque, sonde de pacemaker et sonde de défibrillateur. Voilà l'exemple d'une hyperfixation au niveau cardiaque. Quand on fait un PET scan, on chauffe la fixation, ensuite cette hyperfixation qui persiste le centre, au centre cardiaque, et le patient là, il a une prothèse cardiaque, mécanique, ça signe l'hyperfixation, ça signe qu'il y a un processus quelque part, donc il y a une inflammation, une infection quelque part, et donc ça signe une endocardite. C'est l'un des critères majeurs, hein. Donc il a été rajouté comme étant un critère majeur d'endocardite. Quand il y a une hyperfixation au PET scan, ou une hyperfixation à la scintigraphie au leucocyte marqué. C'est uniquement dans les endocardites à prothèse, sur prothèse. Mais endocardite sur valve native. C'est uniquement quand il y a du matériel intracardiaque, les prothèses, ou les sondes de pacemaker, ou les sondes de défibrillateur. On va demander également un bilan biologique et un bilan complet. Avec l'endocardite, comme c'est une maladie multisystémique, elle touche le cœur, le cerveau, le rein, la rate, l'œil, elle touche pratiquement tous les organes, c'est l'un des bilans les plus lents. Mais elle une deuxième page pour les bilans. C'est pratiquement un bilan très long qu'on va demander. On va demander un bilan standard, glycémie, bilan rénal, hépatique. On va demander une bandelette urinaire à la recherche d'une atteinte rénale par la protéinurie et l'hématurie. On demande d'emblée, d'ailleurs c'est le premier bilan à demander, biologique, le bilan inflammatoire complet. VS, vitesse de sédimentation. La CRP, la protéine C réactive. On fait l'électrophorèse des protéines à la recherche d'une hypergamma-globulinémie. On déroule l'électrophorèse des protéines sériques. L'existence d'une hypergamma-globulinémie, c'est un signe d'infection et d'inflammation. Et on dose de fibrinogène. On a les 4 éléments du bilan inflammatoire. Fibrinogène, électrophorèse des protéines sériques, la vitesse de sédimentation, VS, et la CRP. On demande également une formule. Une formule à la recherche d'une hyperleucocytose et parfois c'est une leucopénie, surtout les formes graves. On cherche également l'anémie inflammatoire, très fréquente. Et on cherche la thrombopénie, c'est un signe de gravité. Donc, on demande tout un bilan, le bilan habituel standard, le bilan rénal, le bilan inflammatoire et la formule. On va demander également un bilan immunologique spécifique. Vous savez que l'endocardite est une maladie inflammatoire infectieuse et ça va bouleverser le système immunitaire. Ça va entraîner des désordres immunologiques. Les désordres, elle va entraîner une chute du complément, dosée ou la fraction C3 du complément. On va trouver que la fraction C3 du complément est abaissée, elle est effondrée. C'est l'un des critères également du diagnostic. On va trouver les complexes humains, antigènes, anticorps. On cherche la présence de complexes humains. Toujours, c'est un bilan biologique. Et on cherche 2 fausses sérologies. Comme le système immunologique est bouleversé, il y a des fausses sérologies. On a une fausse sérologie de syphilis positive et une fausse sérologie de la polyarthrite rhumatoïde qui est positive. Donc, on va faire le VDRL et le TPHA. Donc, si vous connaissez la syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible qui est due à une bactérie, c'est le Treponema pallidum, Treponema pall. Alors, la syphilis, on a 2 examens ou 2 bilans à faire pour confirmer le diagnostic. On a le VDRL qui est non spécifique et on a le TPHA, il est plus spécifique. TPHA, c'est Treponema pallidum hemagglutination assay. C'est l'agglutination du Treponema pall, du germe. C'est pour ça que c'est un examen qui est plus spécifique. Alors, s'il s'agit d'une vraie syphilis, on va trouver les 2 qui sont positifs. Dans l'endocardite, on va trouver quoi? Une fausse sérologie de syphilis. Ça veut dire le VDRL est positif et le TPHA est négatif. C'est là également des éléments avec lesquels on s'oriente vers le diagnostic. On a également le facteur rhumatoïde positif. Le facteur rhumatoïde, c'est un élément qu'on trouve
dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire chronique, qui est la PR, la polyarthrite rhumatoïde, où on va trouver un facteur rhumatoïde positif. On peut trouver ce facteur rhumatoïde positif au cours d'une endocardite infectieuse. Donc, on va demander un bilan complet, bilan biologique standard, la formule, le bilan rénal, la bandelette, le bilan inflammatoire complet et le bilan immunologique complet. On va également demander des sérologies. Sérologie du sida, VIH, sérologie de l'hépatite B et C, surtout s'il y a un terrain d'immunodépression, surtout en cas de toxicomanie. Pour la toxicomanie IV, c'est obligatoire de demander les sérologies VIH, hépatite B, hépatite C. On demande, donc on a terminé avec les bilans biologiques. On a les autres bilans d'imagerie. On va demander un fond d'œil, à la recherche surtout des taches de rot. On va demander un téléthorax et le CG. Alors, le téléthorax, on va chercher surtout les embolies pulmonaires sous forme d'abcès au niveau des poumons et le CG de façon quotidienne. Alors, on va chercher quoi? Le CG, on va chercher les troubles de conduction qui est très évocateur d'un abcès de l'anneau ou d'un abcès du septum. Ça veut dire que quand le patient il fait un abcès, donc à dire une complication, il va faire un abcès, une collection au niveau de l'anneau ou là au niveau du septum. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du septum? C'est les voies de conduction. On a le nœud auriculo-ventriculaire, le tronc commun du faisceau d'Ulysse. Ça va entraîner quoi quand il y a un abcès à ce niveau? Ça va entraîner des troubles de conduction, des BAV, des blocs auriculo-ventriculaires, ou là des blocs de branches. C'est pour ça qu'il faut faire un ECG de façon quotidienne. La survenue, troisième règle, je fais 2 règles. Souffle fébrile égale endocardite. Insuffisance cardiaque fébrile égale endocardite jusqu'à preuve du contraire. La troisième règle, toute apparition d'un trouble conductif au cours d'une endocardite est un abcès jusqu'à preuve du contraire. Tout trouble conductif, BAV ou la bloc de branche, qui apparaît au cours d'une endocardite est un abcès jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr, on ne va pas retenir le diagnostic d'abcès qu'après avoir fait l'écho et le scanner pour chercher l'abcès. On va chercher également les embolies. Les embolies, comme elles peuvent partir partout, le cerveau, le rein, la rate, le mésentère. Donc elles peuvent partir partout. C'est pour ça qu'on va demander ce qu'on appelle le body scanner. On va couper le patient de la tête jusqu'au pelvis. Demander un scanner cérébral et un scanner thoraco-abdominopelvien à la recherche d'une embolie infraclinique. Donc scanner cérébral plus scanner thoraco-abdominopelvien. Et enfin, on va chercher la porte d'entrée urinaire par le CBU, la porte d'entrée dentaire, panoramique dentaire avec une consultation ORL et stomatologique et la radio des sinus. Tout ça est obligatoire. Donc si je résume un petit peu le bilan à demander, qui est un bilan très long, vous avez le bilan standard, la biochimie standard, avec le bilan rénal, la glycémie, le bilan hépatique, la bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie hématurie. Vous avez tout le bilan inflammatoire, CRP, fibrinogène, donc l'AVS, l'électrophorèse des protéines sériques. Vous avez tout le bilan immunologique, le complément, la sérologie de syphilis, la sérologie de la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez les différentes sérologies, VIH, hépatite B, hépatite C. On a le CGT, le thorax et les fonds d'œil. Et vous avez le body scanner, scanner cérébral thoraco-abdominopelvien et les examens de recherche de la porte d'entrée, le CBU et les examens ORL. Avec bien sûr consultation ORL et stomatologique obligatoire à la recherche de cette porte d'entrée. Au total, comment on va retenir le diagnostic? Comment le diagnostic d'endocardite est retenu? Vous savez qu'il n'y a aucun critère qui permet à lui seul de retenir le diagnostic. Mais quel est le critère qui permet de retenir, de confirmer le diagnostic? Donc, ça se base sur un faisceau d'arguments, sur plusieurs critères, comme pour le rhumatisme articulaire aigu, pour le RAA, qui a des critères majeurs et on a des critères mineurs. Là, c'est les critères de Duke. Duke, c'est l'université de Duke. Dans certains écrits, les critères de Durac. Parce que celui qui a publié les critères pour la première fois, c'est Durac. Et c'est l'université de Duke. Donc, critères de Duke ou critères de Durac. Donc, on a 2 critères majeurs
et on a 5 critères mineurs. Le premier critère majeur, c'est quoi? Hémoculture et imagerie. Donc, les amis, on trouve le germe et on trouve la lésion au niveau cardiaque. Donc, le germe, hémoculture positive. Là aussi, il y a des petits détails. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir une chose. S'il s'agit d'un germe qui est connu responsable d'endocardite, les germes de Klischflaum, Staph, Streptocoque, le groupe A sec, 2 hémocultures sont suffisantes. Quand on a 2 hémocultures positives avec un germe qui est responsable habituellement d'endocardite, 2 sont suffisantes. S'il s'agit d'un autre germe, par exemple, tu as isolé le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, c'est le germe de l'angine, par exemple. Tu as isolé le pneumocoque, ce n'est pas un germe très fréquent. Dans ce cas-là, l'ESM 3 ou les plus, ou les 6 et 2, l'ESM a plus de 12 heures d'intervalle. L'ESM est vraiment espacé les deux hadous, ou là, le mieux, c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si c'est un germe habituel, 2 hémocultures suffisantes, positives. S'il s'agit d'un germe moins fréquent, il faut 3 ou plus d'hémocultures qui sont positives. Exception pour Coxiella burnetii où une seule hémoculture est positive. L'imagerie, alors l'imagerie qui est l'écho, c'est très simple. Quand on voit n'importe quelle lésion de construction ou de destruction ou un abcès, c'est un critère majeur. On voit une végétation, critère majeur. On voit une perforation, une mutilation, c'est un critère majeur. On voit un abcès, c'est un critère majeur. Toutes les complications périvalvulaires sont également des critères majeurs. Et là, les deux derniers critères sont les critères qui ont été rajoutés en 2015, qui n'existaient pas avant 2015. C'est les nouvelles techniques d'imagerie. Quand on arrive à avoir une fixation anormale autour d'une prothèse, le PET scan ou la scintigraphie au leucocyte marqué, c'est un critère majeur. Quand on fait un PET scan ou une scintigraphie au leucocyte marqué, ça se fixe de façon importante autour d'une prothèse, c'est un critère majeur également. Ou bien quand on met en évidence des lésions paravalvulaires, l'abcès surtout, le scanner cardiaque. Comme l'abcès, c'est plus facile à le chercher le scanner par rapport à l'échocardiographie. Toutes les complications périvalvulaires sont plus facilement recherchées au scanner par rapport à l'échocardiographie. Bien sûr, la présence d'un seul critère est suffisant pour dire que c'est un critère majeur. Par exemple, je vois une seule végétation, critère majeur. Je vois une seule perforation, c'est un critère majeur. Je vois une fixation anormale autour d'une prothèse, ça également c'est un critère majeur. Je vois un abcès, c'est un critère majeur. Donc, critère majeur, hémoculture et imagerie, donc lésion au niveau cardiaque. Lésion soit l'écho, soit le PET scan, le scanner ou à la scintigraphie ou le leucocyte marqué. Les critères mineurs, il faut savoir qu'on travaille avec ces critères, c'est très important de les connaître. On travaille avec ces critères-là. Les critères mineurs, c'est toutes les dispositions. Le tableau A, tableau B, c'est un critère mineur. Il a par exemple une insuffisance mitrale, critère mineur. Il a une prothèse, c'est un critère mineur. Il a fait déjà une endocardite, c'est un critère mineur. Donc, toute prédisposition avec la toxicomanie IV, c'est un critère mineur. La fièvre est un critère mineur. On a les phénomènes vasculaires et les phénomènes immunologiques. Donc, les phénomènes immunologiques, les fleurs, nodules d'Osler, taches de Roth, tous les signes, toute embolie. D'abord, les phénomènes vasculaires, c'est toutes les embolies. Quand on met en évidence une embolie au niveau cérébral, on met en évidence une embolie au niveau pulmonaire, ou là une embolie au niveau rénal, ou là une embolie au niveau splénique, tout foyer embolique, c'est un phénomène vasculaire. Ou les autres signes, c'est des phénomènes immunologiques, comme les nodules d'Osler, les taches de Roth et le facteur hématologique. Le cinquième critère mineur, c'est une hémoculture, mais qui ne répond pas aux critères majeurs. Par exemple, tu as mis en évidence une seule hémoculture positive. Si c'est une seule, ça devient un critère mineur. Donc, on a 5 critères mineurs: fièvre, prédisposition, toute embolie, phénomène vasculaire, les phénomènes immunologiques et enfin les hémocultures qui ne répondent pas aux critères majeurs. Et on a 2 critères majeurs: les hémocultures avec les critères pour l'hémoculture, et on a la mise en évidence d'une lésion au niveau cardiaque, phléco, transthoracique, transœsophagienne,
ou bien au PET scan ou la scintigraphie, ou bien au scanner cardiaque. Donc, comment on va retenir ou là on va éliminer le diagnostic? Donc, le diagnostic est certain, retenu, si on a déjà deux critères majeurs. Hémoculture plus végétation, c'est suffisant pour retenir le diagnostic. Donc, deux critères majeurs, c'est suffisant pour retenir le diagnostic. Ou bien, un critère majeur et trois critères mineurs, ou bien 5 critères mineurs. Donc, deux critères majeurs, un critère majeur avec trois autres critères mineurs, ou bien tous les critères mineurs sont réunis. Ou bien, quand on met en évidence la valve directe, la bactérie. Par exemple, si on opère le malade, ou la valve, ou la valve est infectée, dans ce cas-là, on a la certitude qu'il s'agit d'une endocardite. L'endocardite est probable, possible, à partir d'un critère majeur et un mineur, c'est-à-dire un majeur, un mineur, ou là un majeur et deux mineurs. Ça n'atteint pas trois. À partir d'un critère majeur et un critère mineur, ça devient probable, possible. Ou bien à partir de trois critères mineurs. Ça devient également possible. Moins de trois critères mineurs et moins d'un critère majeur et un critère mineur devient le diagnostic n'est pas retenu, il est exclu. Le diagnostic est exclu si on n'atteint pas au moins trois critères mineurs ou bien on n'atteint pas au moins un critère majeur et un critère mineur. Il y a une autre circonstance où le diagnostic est également exclu, c'est quand il y a une disparition complète de tous les signes moins de 4 jours après traitement antibiotique. Donc si vous avez une suspicion d'endocardite, vous l'avez hospitalisé, tu as mis un traitement antibiotique, moins de 4 jours, il y a eu une normalisation de tout l'état, il ne faut pas dire que c'est une bonne évolution. Au contraire, ça veut dire que ce n'est pas une endocardite. Parce que l'endocardite, quand on la traite, ça ne va pas se normaliser en moins de 4 jours. Ça prend du temps pour la guérison. Donc la disparition de tous les signes cliniques et biologiques en moins de 4 jours après antibiothérapie est contre le diagnostic d'une endocardite. Dans ce cas-là, l'endocardite est exclue. Donc là aussi, il faut les apprendre. Deux majeurs, un majeur, trois mineurs ou 5 mineurs retenus. À partir de 3 mineurs ou un mineur et un majeur, le diagnostic est probable. Au-dessous de cela, le diagnostic est exclu. Un autre algorithme que je vais vous expliquer. Alors, comment on applique les critères? Est-ce qu'on va demander le scanner cardiaque, par exemple? Est-ce qu'on va demander le PET scan? Est-ce qu'on va demander la scintigraphie ou le leucocyte marqué pour tous les patients? La réponse, bien sûr, est non. Qu'est-ce qu'on va demander? Quand il y a une suspicion d'endocardite, on applique les critères et on va demander ce qui est habituel, à savoir l'hémoculture, l'échocardiographie et tout le bilan qu'on a vu, body scanner, le CG, téléthorax, bilan biologique, etc. Donc, dans un premier temps, on ne demande pas de scanner, ni de PET scan, ni de scintigraphie ou leucocyte marqué. On va se contenter des bilans habituels. Hémoculture, échocardiographie et tout le bilan. Et à partir de cela, je retiens le diagnostic, ou bien j'élimine le diagnostic, ou même je reste toujours probable. Je n'ai pas pu donc trancher avec les examens habituels. C'est à partir de ce moment-là, si on n'arrive pas à faire le diagnostic avec les bilans habituels, c'est là où il faut demander le scanner ou bien le PET scan ou la scintigraphie ou le leucocyte marqué. Le message essentiel qu'il faut retenir, c'est quand il y a une suspicion d'endocardite. Il faut demander l'hémoculture pour tous les patients. Il faut demander l'échocardiographie transthoracique, transœsophagène, pratiquement pour tous les patients. Et tout le bilan qu'on a vu, bilan biologique, CGT, les thorax, body scanner, etc. On ne demande pas de PET scan, de scintigraphie ou de scanner cardiaque dans un premier temps. Quand on va demander les bilans à Cloulin, soit on retient le diagnostic, on a les critères, soit on exclut le diagnostic, soit mais elle, on n'a pas pu. Donc elle est toujours probable. Quand elle est possible et toujours probable, avec les examens Loulin, c'est là où on va répéter, bien sûr, écho-hémoculture, c'est obligatoire, et surtout on va demander les autres examens. Scanner cardiaque,
Et pour les prothèses, un scanner plus le PET scan et la scintigraphie pour leucocyte marqué. Bien sûr, en multipliant cela, on va soit retenir, soit exclure le diagnostic. Et même avec Redoma, ça reste une probabilité que ça reste toujours probable. Mais on n'a pas pu trancher avec tous ces examens. Pour vous dire que le diagnostic d'endocardite est parfois très difficile. C'est parfois très, très difficile. Les complications, on a les complications cardiaques. D'abord, les complications cardiaques, l'insuffisance cardiaque et l'OAP. C'est la complication la plus fréquente, c'est la première cause de décès. Elle est due à la perforation. Donc, d'ailleurs, c'est une indication en urgence, voire même en extrême urgence, à opérer le malade. Quand il y a des perforations, des mutilations responsables d'insuffisance cardiaque, c'est d'emblée une indication chirurgicale. On a l'extension locale, c'est-à-dire l'apparition surtout des abcès, des anévrismes et des faux anévrismes. On va voir donc par la suite c'est quoi l'anévrisme et le faux anévrisme. Toute extension locale, apparition surtout des abcès, est également une indication chirurgicale en urgence. On a l'apparition des troubles conductifs. On a vu que tout trouble conductif est un abcès jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand il y a un abcès du septum, là également, en extrême urgence chirurgicale, il faut donc opérer le malade, en extrême urgence. Donc, on a l'insuffisance cardiaque et les extensions locales, notamment les abcès, surtout les abcès. On a l'apparition des troubles du rythme ventriculaire. Là également, c'est un mauvais pronostic en rapport généralement avec des abcès au niveau du myocarde. Là également, c'est un signe de gravité. Donc, l'abcès du myocarde est un signe d'extrême gravité. Il dépasse même l'abcès au niveau du septum, la gravité, quand il y a des abcès au niveau du myocarde. Donc, tout ça, c'est l'extension de l'infection vers les structures avoisinantes autour de la valve. Et puis, il y a une péricardite, une inflammation du péricarde ou là, une myocardite. Là, ce n'est pas vraiment très grave. Hein. Complication d'ailleurs là. Généralement, c'est un dépôt de complexe humain, antigène-anticorps. Généralement, un dépôt de complexe humain, beaucoup plus qu'une infection du péricarde ou là, du myocarde. Et on a le risque de rechute. Donc, retenez surtout, hein, s'il y a deux choses à retenir sur les complications cardiaques, surtout chercher l'insuffisance cardiaque. C'est la complication la plus fréquente et c'est la première indication de chirurgie. L'insuffisance cardiaque due à des perforations et des mutilations. Et on cherche l'extension autour de la valve, surtout les abcès. Donc, les principales complications au niveau cardiaque. On a des complications infectieuses, surtout l'état de choc septique, le malade quadridienne et l'état de choc. Ça peut entraîner une infection très grave, ça peut même arriver à l'état de choc septique. C'est pour ça qu'il faut surveiller le malade, l'état hémodynamique, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, etc. Bien sûr, les complications infectieuses et l'évolution vers l'état de choc, ça dépend du germe et ça dépend de l'état cardiaque. Ça dépend donc du germe. Est-ce que c'est un germe virulent ou peu virulent? On a les complications emboliques. Donc, c'est les embolies en périphérie. Donc, les complications emboliques, ça peut toucher tous les viscères, surtout le cerveau. Surtout le cerveau. Donc, on aura les complications au niveau du cerveau, les AVC, ischémiques, hémorragiques, les abcès, etc. Ça peut emboliser au niveau de la rate. C'est également très fréquent. Ça va donner un infarctus splénique ou un abcès au niveau de la rate. Ça peut emboliser au niveau du rein. Ça va donner un infarctus rénal ou bien un abcès au niveau du rein. Ça peut emboliser au niveau du mésentère. Donc, ça peut emboliser un peu partout. Donc, l'endocardite peut emboliser à partir d'une végétation. Donc, ça, c'est l'origine, c'est les végétations. Et on a les anévrismes mycotiques. Donc, les anévrismes mycotiques, l'une des complications également de l'endocardite infectieuse. Donc, c'est quoi un anévrisme? Voilà l'anévrisme. Quel est l'anévrisme? Ou quel est le faux anévrisme? C'est un faux anévrisme. Ou c'est un anévrisme. Donc, l'anévrisme, c'est une dilatation localisée due à une dilatation de la paroi. C'est-à-dire que c'est la paroi qui est sortie et ça va former une poche. Ça, c'est le vrai anévrisme au niveau artériel. Le faux anévrisme, c'est quoi? C'est une rupture partielle. Il y a une perforation de la paroi, il y a une rupture, il y a une fine lame qui entoure la poche. Là, c'est très grave, c'est un faux anévrisme. Le faux anévrisme, c'est une rupture partielle. Il faut savoir que l'endocardite cadre des anévrismes et des faux anévrismes au niveau de toute
toutes les artères, surtout les artères cérébrales. Surtout au niveau du cerveau, ça peut donner de façon complètement asymptomatique les anévrismes et les faux anévrismes. Alors que le malade, il va bien, brutalement, il va dire qu'une hémorragie par rupture d'anévrisme et c'est le décès. Donc il peut faire des anévrismes et des faux anévrismes. On appelle ça anévrisme mycotique. Ça n'a rien à voir avec la mycose. Le premier qui a fait la description des anévrismes, il pensait que c'est une mycose, il pensait que c'est un champignon, il l'a appelé ainsi, mais ça n'a rien à voir avec les champignons. Voilà l'exemple à l'injection d'un anévrisme mycotique. Donc là, c'est une dilatation et c'est une poche qui peut se rompre. Les anévrismes hado, ils se localisent surtout au niveau cérébral. C'est pour cela qu'on demande un scanner cérébral. Parce que le malade, il peut faire des anévrismes alors que tout va bien pour lui, il n'y a aucun signe. Et le malade, il fait des anévrismes ou là, des faux anévrismes. Et c'est pour cela qu'il y a une contre-indication formelle à la thrombolyse au cours de l'endocardite. Durant le cours sur le ST+, le cours sur le ST+, la thrombolyse, vous allez voir sur le tableau de la thrombolyse que parmi les contre-indications, on trouve l'endocardite. Pourquoi au cours de l'endocardite, la thrombolyse est contre-indiquée? Parce qu'il y a un risque de rupture et d'hémorragie de ces anévrismes. Et pourquoi on demande un scanner de façon systématique? C'est surtout pour la recherche, au niveau cérébral surtout, à la recherche de ces anévrismes. Bien sûr, quand on trouve les anévrismes, il y a un traitement qu'on peut proposer, c'est le traitement interventionnel. Malheureusement, il n'existe pas chez nous, donc on peut introduire un guide Hanaya et on va fermer ce segment-là. On va exclure la poche hado. Donc c'est le traitement interventionnel, c'est pour prévenir les risques de rupture d'anévrisme mycotique. C'est l'une des principales causes d'AVC hémorragique au cours d'une endocardite infection, donc rupture d'anévrisme mycotique. On a les complications, donc on a vu les complications cardiaques, les complications infectieuses, on a vu les complications emboliques, on a vu les anévrismes au niveau donc des artères mycotiques, appelées anévrismes mycotiques. On arrive aux complications rénales. Donc les complications rénales, on a pratiquement toutes les complications. Déjà la perte de protéines, la protéinurie, la perte de globules rouges, l'hématurie. C'est pour ça qu'on demande de façon régulière, pratiquement de façon très régulière, la bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie et d'hématurie. Et on fait également le bilan rénal à la recherche d'une insuffisance rénale. Là aussi, c'est généralement d'origine embolique. Donc l'abcès, l'infarctus, etc. On peut également constater la néphrotoxicité des antibiotiques, parce que le traitement, c'est des antibiotiques à forte dose, ça peut entraîner également une toxicité au niveau du rein. Donc il faut surveiller de très près la fonction rénale. La fonction rénale, la flondocardite, on la surveille de façon très régulière. On demande très régulièrement l'urée, créate, débit de filtration glomérulaire, plus la recherche de protéinurie et d'hématurie. À la recherche donc de ces complications rénales. On a les complications neurologiques. Et d'ailleurs, c'est les complications extracardiaques les plus fréquentes, c'est des complications emboliques. On les a vues, c'est à partir d'une embolie d'une végétation, ça peut entraîner un AVC ischémique par obstruction, ou un AVC hémorragique, surtout par rupture d'anévrisme mycotique. Ça peut entraîner également des abcès, parce que la végétation, quand elle va emboliser dans quelque chose de septique. Donc il y a des bactéries, ça peut entraîner un abcès au niveau cérébral, ça peut entraîner une méningite ou la méningoencéphalite. Ça peut même entraîner un abcès au niveau de la moelle, un abcès médulaire. Ça, c'est la deuxième cause de décès. Deuxième cause de décès, après l'insuffisance cardiaque, flondocardite, c'est les complications neurologiques. Donc, on a deux principales causes de décès flondocardique, l'insuffisance cardiaque et les complications neurologiques. Complications neurologiques, c'est la deuxième cause de décès. Et c'est la manifestation extracardiaque les plus fréquentes. Jusqu'à 30% des endocardites vont avoir des complications neurologiques. Un petit mot sur les formes cliniques. Donc, on a les endocardites du cœur droit. Quand on a une endocardite flaval tricuspide ou la flavale pulmonaire, c'est vraiment rare. On la voit surtout dans les toxicomanies IV, ceux qui se droguent par voie intraveineuse et qui sont généralement séropositifs au VIH. Alors, les germes, généralement, staph et les champignons et les BGR. Donc, on aura de la fièvre et là, tous les signes respiratoires parce que là, la végétation se localise au niveau du cœur droit. C'est la tricuspide ou la pulmonaire. Donc, les embolies se font au niveau pulmonaire. On aura donc des embolies pulmonaires récidivantes.
Il faut savoir que ces endocardites du cœur droit, le pronostic il est très favorable, moins de 10% de mortalité. Pourquoi? Parce que ça donne très peu d'insuffisance cardiaque. Et donc, l'insuffisance cardiaque, les perforations, les mutilations sont beaucoup plus fréquentes sur l'endocardite du cœur gauche par rapport à l'endocardite du cœur droit. Donc, les indications opératoires, on opère exceptionnellement une endocardite du cœur droit. Bien sûr, quand le patient fait une embolie septique, ce n'est pas une indication à l'anticoagulation curative. On a les endocardites sur prothèse. Un petit mot sur l'endocardite sur prothèse, diagnostic très difficile. Il y a un matériel intracardiaque et une prothèse ou une sonde. Parfois, c'est très difficile de voir la sonde ou de voir la végétation à l'intérieur d'une sonde ou là, au niveau de la valve. Au niveau de la prothèse, parfois, c'est très difficile. Il faut donc faire l'écho transthoracique et transœsophagien et surtout, on a l'apport des nouvelles techniques qu'on a vues. Le PET scan et la scintigraphie au leucocyte marqué et le scanner cardiaque. Donc, ils sont d'un apport considérable. Hein. Bien sûr, on va faire un petit mot à les techniques HEDO. Les techniques HEDO, même ailleurs, c'est les centres de référence qui font ça. Ce n'est pas tous les centres qui vont faire la scintigraphie au leucocyte ou le PET scan, etc. Chez nous, aujourd'hui, on n'a pas de centres qui font ces examens-là. Ça veut dire que la pratique Tanahnaya, on est toujours dépendant de l'écho transthoracique transœsophagienne et de l'hémoculture. On a quelques centres qui font le PET scan, c'est des centres privés, examen très cher, il n'y a pas de centre public, et c'est beaucoup plus des indications en cancérologie pour les tumeurs. On n'a pas généralement de PET scan, on ne fait pas généralement de PET scan pour les suspicions d'endocardite. Mais sachez que le PET scan, le scanner cardiaque et la scintigraphie, ils ont un apport considérable, surtout en cas de prothèse valvulaire. Donc on a deux formes. Donc, vous allez lire à tête reposée les détails. On a deux formes, on a la forme précoce et on a la forme tardive. La forme précoce, elle survient moins d'un an. Moins d'un an après l'implantation, on aura donc l'endocardite. Là, il s'agit d'une contamination ou périopératoire. C'est-à-dire que le patient, il a été contaminé au moment de l'intervention, c'est-à-dire les jours opératoires. Il a été contaminé en ou là en périopératoire. Quand l'endocardite survient moins d'un an, on appelle ça endocardite sur prothèse précoce. Les germes sont des germes habituellement très virulents, le staph ou bien les bacilles gram-négatifs ou candida. Là, généralement, c'est une chirurgie. Pratiquement toutes les endocardites sur prothèse précoce sont des indications opératoires. On opère pratiquement toutes les endocardites. Il faut enlever la prothèse ou une autre prothèse donc valvulaire. Les endocardites tardives, au-delà d'un an, on parle d'une endocardite tardive. C'est les mêmes germes. Streptocoque, staphylocoque, etc. Donc là, c'est une contamination qui n'est pas périopératoire. C'est une autre porte d'entrée. On a les endocardites sur sonde de pacemaker et de défibrillateur. Donc le pacemaker, la pile, elle est évoquée devant la fièvre, ou là, quand on touche qu'il y a quelque chose de chaud au niveau donc, du boîtier, donc chauffe l'image. Quand est-ce qu'on va évoquer une inflammation au niveau du boîtier, ou là, une extériorisation. Le diagnostic, bien sûr, c'est l'écho et l'hémoculture, et là, on peut s'aider également du PET scan et de la scintigraphie, parce que là aussi, c'est très difficile parfois de voir les végétations au niveau des sondes. Donc, on peut s'aider de la fixation par le PET scan, ou là, par la scintigraphie au leucocyte marqué. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer, dans tous les cas, il faut retirer tout le matériel, ablation systématique du boîtier et de la sonde, en plus du traitement antibiotique. Comment on prévient cela? Généralement, c'est une contamination au cours de l'implantation. Il faut administrer systématiquement des antibiotiques quand on va placer un pacemaker ou là un défibrillateur. Éviter la contamination au moment de l'implantation. Donc voilà un pacemaker avec la sonde. Le pacemaker, voilà. Le pacemaker, on le met en sous-cutané. La sonde, elle est au niveau cardiaque. Donc au niveau cardiaque. À l'intérieur, généralement au niveau du VD. Ça, c'est un pacemaker monosonde. Il a une seule sonde. Voilà les signes, par exemple, qui orientent vers une endocardite. Choufou la rougeur au niveau du boîtier. Le boîtier, il est là. Donc c'est une rougeur. Donc là, il y a une inflammation, il y a une infection. Ça, c'est l'un des signes. Et là, ça commence même à s'extérioriser, à sortir du pus à ce niveau-là. Donc là, c'est l'un des signes d'une endocardite sur sonde de pacemaker.
Voilà, quand on retire les sondes de pacemaker, on va les trouver donc entourées de tissus infectés. Ça, c'est des sondes qui ont été retirées parce qu'il y a eu une endocardite sur sonde de pacemaker. On arrive au traitement. Donc, le traitement, les bases du traitement, les mesures générales. Premièrement, l'hospitalisation, les endocardites. Toute endocardite, suspicion d'endocardite, on les hospitalise. Et parfois même, on les hospitalise en réanimation, dans les formes sévères, en unité de soins intensifs ou bien en réanimation. La première également règle générale, il faut traiter la porte d'entrée. Chaque fois qu'on a une porte d'entrée, il faut la traiter. Porte d'entrée dentaire, il faut la traiter. Urinaire, il faut la traiter. Digestive, il faut la traiter. Donc, il faut toujours traiter la porte d'entrée. Si le malade fait une insuffisance cardiaque, il faut traiter bien sûr de façon symptomatique l'insuffisance cardiaque. Contre-indication formelle à la thrombolyse et au traitement anticoagulant à dose curative. On a vu pourquoi, parce qu'il y a le risque de rupture d'anévrisme, notamment les anévrismes mycotiques au niveau cérébral. Donc toute anticoagulation à dose curative ou bien toute thrombolyse est contre-indiquée dans l'endocardite. Sauf un cas où il est obligatoire d'anticoaguler, c'est quand il y a une prothèse. Quand il y a une prothèse qui est le risque de thrombose de prothèse, on maintient quand même l'anticoagulation. Mais sinon, à part ça, anticoagulation curative contre-indiquée, thrombolyse également contre-indiquée. Qu'est-ce qu'on va surveiller? On va surveiller la clinique et la biologie. La clinique, c'est surtout la courbe de température. D'ailleurs, on va dire qu'il y a une bonne réponse quand il y a une diminution de la fièvre. Il y a toujours une courbe de température quotidienne. On va donc faire un bilan inflammatoire, CRP, AVS, FNS. On va demander l'hémoculture, on refait l'hémoculture. La négativation de l'hémoculture est un bon signe que le malade est en bonne voie pour la guérison. On fait également le CG quotidien, c'est pour rechercher le risque de BAV, c'est un signe d'abcès cardiaque. Et on répète l'écho. Et quand il y a une disparition des végétations, par exemple, ça c'est également un bon signe qu'il y a une bonne réponse au traitement, quand on aura une diminution de la végétation. Donc, il y a deux mal à surveillance, c'est les cliniques et paracliniques. La clinique, c'est surtout la courbe de température, et paraclinique, par un bilan inflammatoire, les hémocultures, le CG et l'échocardiographe. Alors, le traitement antibiotique, bien sûr, on ne va pas donner les traitements antibiotiques pour chaque germe. Il faut savoir que chaque germe a un double protocole thermique. Vous n'êtes pas censé connaître les protocoles, chaque traitement, et même nous, personnellement, on ne connaît pas les protocoles par détail. Donc, chaque fois qu'il y a une endocardite, avec l'infectiologue, on va voir donc le schéma, quel antibiotique on va donner. Mais il faut connaître les principes. Le principe de base de l'antibiothérapie, c'est quoi? Il faut que cette antibiothérapie soit bactéricide à forte dose, à très forte dose. Ça veut dire qu'on va associer plusieurs traitements, au moins deux. Dans l'endocardite, on va associer au moins 2, 3 antibiotiques bactéricides à forte dose. Par exemple, on donne de l'amoxicilline à 12 grammes. 4 grammes 3 fois par jour, on y va. Ou l'augmentin à 12 jusqu'à 18 grammes par jour. Il faut de très fortes doses d'antibiotiques. Et ce n'est pas voie intraveineuse. C'est pour ça qu'il faut hospitaliser le malade. Bien sûr, on peut faire le relais par voie orale quelques semaines après. Donc, c'est une association synergique, au moins 2 antibiotiques, bactéricides à forte dose par voie intraveineuse. Et si c'est possible, une fois le germe est identifié, donc on attend le résultat de l'hémoculture. Si l'état du patient permet d'attendre l'état de l'hémoculture, on identifie le germe et on va commencer l'antibiothérapie adaptée au germe. Si on n'a pas le germe, bien sûr, il y a une solution. On a tout fait, on a le diagnostic, mais on n'a pas isolé le germe. Qu'est-ce qu'on appelle le protocole probabiliste? Ça veut dire qu'on va associer des médicaments qui vont s'attaquer aux germes habituels, le streptocoque, le staphylocoque, le streptocoque B, etc. Donc, il y a le protocole probabiliste qui va s'attaquer à plusieurs germes, mais le mieux, c'est identifier le germe et on va s'attaquer directement au germe par un protocole spécifique, par plusieurs antibiotiques, par voie IV, à forte dose et de façon prolongée, minimum 4 à 6 semaines. Donc, c'est un traitement qui est très prolongé, 1 à 1 mois et demi, 4 à 6 semaines de traitement antibiotique. Le traitement chirurgical, donc on va terminer par le traitement chirurgical. Il y a 2 plaques pour le traitement chirurgical. Il y a 3 types d'indications chirurgicales. Quand est-ce qu'on va opérer
le malade qui a une endocardite infectieuse. On a 3 types d'indications. On a l'insuffisance cardiaque, une infection non contrôlée ou une végétation à risque embolique. Donc, on a 3 grands types. Soit c'est une végétation de grande taille, avec un résidu embolique, soit le maladie fait une insuffisance cardiaque, ou bien l'infection n'est pas contrôlée. Il y a 3 types de chirurgie, soit en extrême urgence dans les 24 heures, en urgence les premiers jours, ça peut être différé après 1 à 2 semaines. Donc, on va commencer par l'insuffisance cardiaque. C'est la première indication. C'est généralement en urgence ou en extrême urgence. Si le malade fait une insuffisance cardiaque, endocardie du cœur gauche, aortique ou mitrale, avec un OAP, un état de choc cardiogénique ou bien une insuffisance cardiaque non contrôlée, dans ce cas-là, c'est une indication en urgence d'un traitement chirurgical. Il faut opérer et remplacer la valve ou la prothèse. Toute insuffisance cardiaque réfractaire au traitement, avec OAP, état de choc, réfractaire au traitement, qui résiste au traitement médical, ça c'est une indication. S'il répond bien au traitement, on va le surveiller. S'il répond bien et qu'il y a une bonne évolution, oui, mais si l'évolution n'est pas bonne, dans ce cas-là, c'est une indication qui est différée. Donc, retenez la principale indication du traitement chirurgical, c'est l'insuffisance cardiaque. Quand le malade il fait une insuffisance cardiaque. Deuxièmement, c'est une infection non contrôlée. Quand est-ce que l'infection est non contrôlée? C'est quand il y a une extension locale. À chaque fois qu'il y a une extension locale, notamment l'abcès, l'anévrisme, foie anévrisme, etc., là, il faut opérer le malade. Donc, l'infection est sortie de la valve, on aura des complications périvalvulaires. Quand les hémocultures restent positives, ça veut dire que dans le protocole, bien, tout va bien, mais on a toujours des hémocultures qui restent positives. Donc, c'est un gène qui résiste. Là aussi, il faut opérer. C'est une infection non contrôlée. Et enfin, on a les infections à germes résistants, qui mettent certains staph et certains bacilles gram négatifs. Donc, je résume la deuxième indication, infection non contrôlée. On va simplifier. Soit c'est une complication locale, notamment les abcès, soit c'est une hémoculture qui ne se négative pas, soit c'est un germe multirésistant, surtout s'il s'agit d'une prothèse. Et enfin, on va terminer par les embolies. Embolie, c'est très simple, qui est une de taille. Toute embolie qui dépasse 10 mm, si elle est symptomatique, elle est déjà embolisée, c'est une indication à la chirurgie. Si elle est asymptomatique, c'est 15 mm. Elle n'a pas embolisé, elle n'a pas obstrué, c'est 15 mm. Donc, si c'est une végétation de plus de 10, à partir de 10, si elle a déjà embolisé, si elle est asymptomatique, c'est 15. Et surtout, bien sûr, c'est les endocardites du cœur gauche, mitrale ou aortique. Donc, pour résumer donc, les indications opératoires, on a l'insuffisance cardiaque qui résiste au traitement réfractaire avec OAP ou état de choc cardiogénique. Généralement, c'est urgent, c'est la principale indication. Deuxièmement, on a les infections non contrôlées, les complications locales, les hémocultures positives ou les germes résistants. Et enfin, on a les végétations de grande taille, soit elles dépassent 10 mm avec embolie, soit elles dépassent 15 mm même sans embolie. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin du cours. C'est un cours, je sais que c'est un cours un peu long. Je ne sais pas qu'on va faire 1h36. Ça va. Donc, s'il y a des questions, je vais répondre aux questions. Je vais répondre aux questions. 15 minutes pour les questions. D'après donc le... Allô? D'après le délégué, il faut 15 minutes seulement pour les questions. Donc, que devant les gestes dentaires. Alors là, pour l'antibiothérapie, il est indiqué que devant les gestes dentaires, pas avant les cathéters centraux, par exemple. Vous savez que ils diront des études, c'est toujours des études. Ça veut dire que quand tu vas donner un antibiotique, généralement de l'amoxicilline 2 grammes, 1 heure avant. 1 heure avant un geste dentaire, par exemple, avant une extraction ou un détartrage. Quand ils ont fait des études, si on va donner par exemple l'amoxicilline, par exemple une sonde urinaire, ou là, par exemple un acte cutané, etc., ils ont trouvé que ça n'apporte pas vraiment quelque chose. Ça ne prévient pas généralement l'endocardite,
Et au contraire, ils ont trouvé que ça va augmenter généralement la résistance ultérieure aux antibiotiques. Donc, il ne faut pas trop utiliser les antibiotiques. C'est pour ça que, d'après les études libéraux, et ça remonte déjà à plusieurs années, c'est pour ça que depuis déjà les recommandations de 2009, ils ont restreint les indications de la prévention uniquement les gestes dentaires à risque, l'extraction et les détapages surtout, et c'est uniquement pour le tableau A. Mais je vous ai dit, Naya continue et pour le tableau A et pour le tableau B à donner de la prophylaxie sur les gestes dentaires. Les autres gestes, donc, ils n'ont pas vraiment un risque de bactériémie important. Lorsqu'on fait le TO et on est sûr de l'absence de végétation. Donc pas de risque. Mais le diagnostic qu'on fait, est-ce qu'on doit faire? Oui. Parce que, je vous ai dit, quand on fait le TO, là, c'est une très bonne question. Lorsqu'on fait le TO et que maintenant j'ai des végétations, est-ce qu'on va faire tout le bilan? Oui. Dans tous les cas, on fait tout le bilan. Pourquoi? Parce que des végétations de petite taille qu'on n'a pas vues, surtout en cas de prothèse, parfois c'est très difficile de voir une végétation d'un abcès. Il ne faut pas imaginer que c'est facile, parfois c'est très difficile, surtout s'il y a un matériel intracardiaque. Donc ça n'empêche pas la possibilité qu'il y ait une végétation même avec une EPO normale. Et en plus de ça, des fois la végétation elle est en retard. C'est pour ça qu'on refait toujours l'écho et le TO 7 à 10 jours après si elle est négative au début. Ça veut dire que l'écho transthoracique, transœsophagien du haut, avec tout le tableau alors qu'elle est normale. Parce que la végétation, elle ne s'est pas constituée, mais 7-10 jours après, elle va se constituer. Donc dans tous les cas, on demande tout le bilan avec. Tout le bilan doit être demandé pour avoir le maximum de faisceaux d'arguments. Parce que le diagnostic, c'est un faisceau d'arguments. Ça se base sur plusieurs arguments, sur plusieurs critères. Donc il faut avoir le maximum de critères pour dire que c'est une endocardite retenue ou la exclue ou la probable. Différence entre hémoculture dans les critères majeurs. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Là, vous revenez au tableau et vous allez lire les critères majeurs. Donc, hémoculture, critères majeurs, les 2 sur des germes habituels, qui m'a streptocoque, staphylocoque, etc. Si c'est un germe qui est habituel, les au moins 3 ou la plus. Par contre, un critère mineur, par exemple, si tu as une seule hémoculture positive, ou les 2 hémocultures positives à germe non spécifique. Dans ce cas-là, elle n'atteint pas les critères majeurs, donc ça devient un critère mineur. Donc, hémoculture comme critère majeur, c'est détaillé sur le tableau avec. Donc, soit 2 hémocultures à des germes spécifiques, soit pour les germes non spécifiques habituels, il faut au moins 3, voire plus d'hémocultures. Relation entre... Relation, ce n'est pas la relation. Donc, généralement, l'infection par le VIH, etc., c'est dans certains terrains d'immunodépression, notamment les toxicomanes, surtout les toxicomanes, les toxicomanes par voie IV. C'est pour ça qu'ailleurs, ils ont beaucoup de toxicomanie par voie intraveineuse. Généralement, on n'a pas beaucoup de toxicomanie par voie intraveineuse, c'est beaucoup plus par voie orale. Ailleurs, ils ont beaucoup de toxicomanie par voie IV, et la toxicomanie par voie IV est un terrain généralement d'immunodépression. Les sujets deviennent immunodéprimés, et c'est un terrain d'infection par le VIH, les hépatites, etc. C'est pour ça qu'on demande. Autre cas où on demande les sérologies, c'est quand il y a une endocardite avec les champignons. Parce qu'on sait que quand il y a une endocardite avec des champignons fongiques, c'est généralement un terrain d'immunodépression. Quand est-ce que l'immunité est déprimée? C'est dans le VIH ou les hépatites, par exemple, B et C. C'est pour ça que systématiquement, on les demande les terrains toxicomanie IV, ou bien quand il y a une endocardite fongique. Donc, on ne les demande pas, bien sûr, pour tous les patients. Et toutes les endocardites, des sérologies SIDA, hépatite B, etc. Pourquoi le R1 n'a pas le risque de développer une endocardite? Pourquoi? Il n'y a pas vraiment d'explication fiable. Il y a une explication qui a été avancée. Retenez l'explication. Donc, quand tu vas prendre la valve aortique, c'est un régime à haute pression, une VG et la pression est très élevée. Donc, s'il y a une fuite, la fuite va toucher plus la valve. Le risque est très important. Le chirurgien, ensuite, le rétrécissement aortique. Alors que quand tu prends la valve mitrale c'est un régime à haute pression, mais l'oreillette gauche, la pression elle est basse.
C'est pour ça que quand la pression est basse, le risque de toucher la valve est moins fréquent par rapport à la valve aortique où les pressions sont très élevées. Et quand tu prends une fuite par rapport à la sténose, la fuite a toujours tendance à fixer le gène plus que la sténose. Parce que la fuite, l'orifice est petit, alors que la sténose, l'orifice est normal, il est rétréci. Donc c'est ça un petit peu la physiopathe. Je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. La physiopathe, ça, mais ce n'est pas certain que c'est ça. Hein. C'est une explication physiopathologique qui a été avancée. Valve aortique, pression très élevée de part et d'autre. Donc risque plus élevé que la valve mitrale, où la pression floréite gauche est plus basse. Et puis, avec les fuites ou les sténoses, la fuite est toujours plus importante, risque plus grave que la sténose. Parce que la fuite est un petit orifice pathologique. Donc les turbulences sont plus importantes. Alors que quand c'est sténosé, c'est un orifice qui s'ouvre, normal, mais il ne s'ouvre pas bien. Donc l'orifice est toujours plus important. La sténose par rapport à la fuite. C'est pour ça que c'est la valve aortique avant la valve mitrale et c'est la fuite avant la sténose. Donc WAO, la DM, après le RAO et enfin le RM qui n'a pratiquement aucun risque. Et ça, c'est même sorti les études. Le RM pur isolé, exceptionnellement, peut se compliquer dans le quand il est isolé. Répète-nous l'algorithme. Si je répète 15 minutes, répète-nous l'algorithme de demande des examens complémentaires. Bon. Répète-nous l'algorithme. Voilà. L'algorithme est là. Ça veut dire que quand on a une suspicion d'endocardite, on met les examens habituels, hémoculture, échocardiographie, transthoracique, transœsophagienne, plus le reste du bilan biologique, rénal, inflammatoire, etc. C'est ça ce qu'on demande. Dans un premier temps, c'est tout. Écho, transthoracique, transœsophagienne, hémoculture et le reste du bilan. Avec ça, j'ai 3 cas. Soit j'élimine directement le diagnostic, soit je retiens, soit je reste dans la probabilité possible, selon les critères de Duc. C'est là où je vais demander les autres. Scanner cardiaque, si c'est une valve native, plus donc le PET scan ou la scintigraphie s'il s'agit d'une prothèse. Ça veut dire que les dernières techniques d'imagerie, PET scan, scintigraphie au leucocyte marqué, et scanner ne sont pas demandés systématiquement dans un premier temps. Ce n'est qu'après avoir demandé l'hémoculture écho et le reste du bilan. Au MESEL, on est toujours dans la probabilité. C'est là où je vais demander les examens à dos. Et bien sûr, dans tous les cas, je vais répéter l'écho et l'hémoculture. Le but de Hadou, c'est quoi? C'est de rechercher plus de critères majeurs et plus de critères mineurs. Bon, merci. Dans le cas d'une endocardite sur prothèse, pourquoi n'est pas suffisante comme traitement et pourquoi on doit remplacer? Parce que tout simplement, c'est très difficile de stériliser un matériel. Comme c'est presque impossible. Tu connais une sonde ou une prothèse du matériel mécanique ou la biologie. Quand il est infecté de l'antibiotique, d'ailleurs on met plusieurs antibiotiques à forte dose pour IV et ça ne disparaît pas. C'est très difficile de stériliser un matériel intracardiaque. C'est pour cela que pratiquement la grande majorité ou presque quasi-totalité des oncardites sur prothèse et sur pacemaker, il faut enlever le matériel dans la grande majorité. Merci. Quelles sont les indications du PET scan? Quelles sont les indications du PET scan? Alors, les indications du PET scan, d'abord, le PET scan est indiqué uniquement sur la prothèse parce qu'il va chercher la fixation autour de la prothèse. C'est uniquement quand il y a une suspicion d'endocardite sur prothèse. Donc, لازم تكون une prothèse ou لازم تكون on n'a pas pu faire le diagnostic avec les examens de première ligne qui sont l'hémoculture et l'échocardiographie, transthoracique et transœsophagienne. Ça veut dire qu'on déroule l'écho, transthoracique, transœsophagienne, avec l'hémoculture, avec le reste du bilan. Si on n'a pas pu faire le diagnostic avec ça, et en cas de prothèse, on peut demander un PET scan ou une scintigraphie au leucocyte marqué. Ils sont indiqués en deuxième intention pour avoir les arguments. Donc ça, c'est une réponse. Donc je pense qu'on n'a pas de questions. Donc je vous remercie. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Et demain, Inch'Allah, on va faire le prochain cours. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc on va faire l'embolie pulmonaire.
Inch'Allah. Donc, à demain. Merci, professeur. Merci. Bonne soirée.